Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans une nouvelle section des vidéos de fin d'année que j'inaugure cette année avec un rattrapage sur les jeux vidéo qui m'ont plu dans l'année. Je fais cette vidéo pour plusieurs raisons. Déjà, ça fait quelques années que j'ai des jeux qui me plaisent bien dans l'année et que j'aimerais bien en parler à un moment ou à un autre et je trouve jamais l'occasion. Il y avait Stray qui est sorti il y a quelques temps que j'avais adoré faire à l'époque et j'aurais bien voulu en parler à un moment ou à un autre. Et comme j'ai démarré une saga sur Final Fantasy il y a peu de temps, j'aurais bien voulu aussi, quand Rebirth est sorti, faire une vidéo spécifique sur Final Fantasy VII Rebirth, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur FF7 Rebirth. Mais du coup, j'ai jamais l'occasion, et donc cette année, je me suis dit, bah, pour une fois, je suis en avance, j'ai le temps de faire des trucs. Là, cette semaine, je n'ai rien à faire jusqu'à la semaine prochaine avec la sortie d'Avatar 3. Donc je me suis dit, pourquoi pas tourner une petite vidéo qui parlera comme ça d'un rattrapage de jeux vidéo, parce que j'en ai deux que je vais aborder cette année. On va aborder Clair Obscur Expédition 33, parce que Cocorico, et puis on va aborder Silent Hill F, parce que c'est une autre des sagas de jeux vidéo que j'aime énormément, comme Final Fantasy. On fera avec et sans spoiler, parce que je veux parler de la fin pour ces deux jeux. Et juste, si jamais vous me voyez du coup avec la manette dans la main, alors oui, j'ai une PS5 maintenant, mais je ne joue pas sur PS5, et c'est pour ça que vous allez voir des captures d'écran. Je vais essayer, parce que je me demande toujours comment font les streamers pour réussir à parler et jouer en même temps, en fait, j'arrive pas à comprendre. Donc je vais tester pour voir, si jamais ça marche pas, j'arrêterai, puis je ferai juste un face caméra. Mais ça me permettra de mettre des images du jeu derrière pour illustrer. Mais donc je ne joue pas sur une PS5 avec cette manette-là, je joue sur mon PC, j'ai un adaptateur Bluetooth, parce que quand je termine les jeux une première fois, j'aime bien les refaire une deuxième fois en mettant les garçons tout nus. Voilà. J'aime bien mettre des mods dans les jeux une fois que je les ai finis. Donc voilà à quoi ressemble mon Final Fantasy VII Rebirth, voilà à quoi ressemble mon Resident Evil 2, voilà à quoi ressemble la FF15. Donc voilà, je m'amuse un petit peu. On a le droit aussi, hein, il n'y a pas que les hétéros qui ont le droit d'avoir des mods rigolos quand ils finissent des jeux. Donc voilà, non, en plus c'est drôle maintenant, ils font des simulations de physique avec tous les trucs, donc toutes les parties qui pendent gigotent à chaque fois, je trouve ça génial. Donc voilà. On va commencer avec le jeu Cocorico, le jeu français de l'année. J'enregistre cette vidéo la veille des Game Awards, donc je sais pas ce qu'ils auront remporté ou pas, mais je prends le pari qu'ils vont remporter la majorité des catégories dans lesquelles ils ont été nommés, parce que le jeu a vraiment marché de ouf, il est à plus de 5 millions de ventes. Ils viennent de sortir là un patch 4.0, j'ai vu, qui rajoute même des niveaux supplémentaires dans le jeu, et dans ce genre là, tout un tas de trucs pour célébrer que le jeu a marché à ce point-là, ce qui est vraiment très cool de leur part. Donc voilà, je vais lancer le jeu, je vais lancer les captures, et puis je reviens dans quelques secondes pour vous en parler. Alors déjà, on peut peut-être commencer par parler des graphismes rapidement. J'ai pas dormi depuis quelques temps, je suis pas allé dans le camp, donc du coup mon personnage est dégueulasse. Mais le jeu est vraiment magnifique quand même, rien que ça, c'est déjà un truc de ouf. C'est vraiment un des trucs cool d'Unreal Engine 5, c'est que ça permet à des petites équipes, puisque donc il y a à peine 33 personnes dans l'équipe de Sunfall, d'avoir un look absolument dingue, parce que tous les effets spéciaux qui doivent être programmés dans les moteurs de jeu sont déjà préprogrammés du coup ici. Un des petits trucs qui est génial évidemment, c'est ça. Reviens ici Maël. Arrête, pourquoi tu fuis? Le costume de Maël là, le costume baguette. Tous les personnages peuvent avoir des costumes un peu différents, je les ai tous... Tous ceux qui peuvent avoir un costume baguette, je crois que je les ai mis en baguette. À l'exception de Ciel, parce que je n'utilise pas Ciel. Je sais pas pourquoi, je déteste jouer avec Ciel. J'adore jouer avec tous les autres personnages, Lune, Verso, Maël et Monoko, mais je déteste jouer avec Ciel, donc du coup je l'utilise jamais. Mais alors évidemment, pouvoir avoir le personnage de Verso... tac, comme ça. Donc comme je vous ai dit, avec les petits modes que j'aime bien mettre, ça donne envie quoi, c'est... Gundam, la baguette. Donc évidemment, et ça c'est très cool aussi, par exemple pouvoir switcher de personnage comme tu veux en pleine partie juste en appuyant sur le R3 ou L3, c'est je sais plus lequel c'est. L3. C'est vraiment un truc super cool. Mais donc ouais, graphiquement le jeu est déjà absolument dingue. Pour ceux qui sont pas au courant du coup de l'histoire, ça se déroule dans un univers inspiré de la France. On démarre dans une ville qui s'appelle Lumière, qui est évidemment inspiré par Paris. Là, on peut voir effectivement la Tour Eiffel au bout. Il y a tout un rituel par rapport à une peintresse qui vit sur un trône. Je peux pas vous le montrer parce qu'il y a un spoiler. Au niveau où je suis du jeu, il y a un spoiler qui est marqué sur le lieu du trône de la peintresse. Mais tous les ans, elle peint un chiffre différent et toutes les personnes qui sont de l'âge qui est peint disparaissent. On appelle ça le gommage, je crois, ou l'effacement, c'est un des deux. Et on a tout un groupe qui est envoyé en expédition, c'est l'expédition 33, qui est envoyé pour essayer d'atteindre la peintresse et essayer de mettre fin à la disparition du coup de tous les habitants. Donc comme vous pouvez voir, effectivement, la ville est vachement inspirée de Paris avec les bâtiments haussmanniens un peu partout et donc la grande tour Eiffel courbée qui est déjà juste un visuel qui est génial. Je peux pas aller trop loin du coup au niveau du scénario parce que sinon je vais révéler des trucs, mais c'est un truc qui est génial avec ce jeu, c'est
On peut pas faire plus français que ce jeu, parce que c'est vraiment un jeu sur l'art, avec un A majuscule, où on a des peintresses, on a des trucs avec des écrivains, on a des histoires donc de clair-obscur, de choses genre là. Toutes les mécaniques de jeu sont basées comme ça sur des termes d'art. Et tous les environnements qui ont été créés sont vraiment super intéressants. Il y a un endroit que j'ai vraiment beaucoup aimé, notamment, qui est ici, je crois. Oui, c'est ça. C'est l'océan sans océan, en fait. Donc ouais, juste ça, un océan entier sans eau, en fait, je trouve ça génial. Du coup, ça te permet d'avoir à faire un niveau d'eau sans avoir à gérer la physique de la flotte, ce qui peut être très chiant. Mais juste cette idée d'environnement, c'est vraiment un truc que j'adore, le simple fait de penser comme ça à faire un océan suspendu. Il y a plein de décors qui sont très très jolis, je vais peut-être essayer d'en trouver un autre aussi là. Il y a tout un bois rouge, avec des feuilles rouges et des arbres blancs. Et rien que ça, du coup, rien que l'environnement qu'on explore dans la map comme ça, il est magnifique. C'est ce qu'on appelle fendre le ciel. Alors c'est mon seul petit reproche au niveau du jeu. Esquer un peu toujours les mêmes répliques. Esquer, c'est ce truc qui nous permet de voler. J'adore le personnage. C'est très français. C'est littéralement une poche à vin. Il y a de l'alcool dedans. Je trouve ça génial. Alors, je suis désolé, c'est peut-être un petit spoiler, mais c'est juste une blague, c'est pas un truc... Voilà, regardez juste ce décor, quoi. Ces bois rouges avec les arbres entièrement blancs et les roches entièrement blanches à côté. Enfin, il y a une patte artistique à ce jeu qui est vraiment incroyable. Tu vois que c'est un projet passion pour tous ceux qui ont bossé dessus et qu'ils ont vraiment donné au max pour réaliser une vision particulière et lui permettre de prendre vie. Et avec en plus l'Unreal Engine 5, c'est vrai que ça fait un truc qui marche extrêmement bien. Et les niveaux sont très très agréables à explorer, notamment avec Lune, vu que le personnage flotte évidemment. Le système de drapeau aussi est sympa. Quand on explore un environnement, du coup on va pouvoir avoir des checkpoints avec les drapeaux. Et si on veut retrouver un point précis du jeu, on n'a pas besoin de se retaper tout le niveau. On peut juste venir ici, faire voyage rapide et arriver à un autre point du coup de la carte. Alors il y a un petit truc, c'est des fois le côté plateforme, là j'en suis bien sorti étrangement, mais des fois le côté plateforme est un petit peu mal foutu et chiant, et je dis ça en rigolant parce que il y a tout un truc, on a commencé sur une plage gestrale. Les gestrales, c'est tout un peuple qui existe dans cet univers. D'ailleurs j'ai jamais compris, si on dit un gestral, pourquoi on ne dit pas des gestraux? Si on veut vraiment faire français, et aller à fond dans le français avec tout le truc, clair-obscur, Paris, tout le bordel, on peut peut-être aller jusqu'à là aussi, quoi. Un gestral, des gestraux. Mais il y a tout un tas de mini-jeux qui ont été créés pour émuler Final Fantasy, parce que ce jeu est fait par des gens qui sont très très fans de Final Fantasy, et qui ont voulu notamment retrouver le sentiment et le feeling de Final Fantasy VII, et c'est pour ça que je me suis fait ce jeu, parce que je suis un grand fan de Final Fantasy, et j'ai jamais retrouvé des RPG qui m'évoquent à peu près les mêmes sensations que ce que j'ai eu avec Final Fantasy VII. Et le problème, c'est que les mini-jeux, ils ont été créés par, je crois, le responsable principal du truc, qui s'appelle Guillaume, et je crois qu'il a déclaré que il faisait ça quand il se faisait chier, en gros, quand il avait rien d'autre à faire, il faisait les petits mini-jeux. Ce qui se sent un petit peu, il y en a un, c'est il y a tout un truc à escalader avec des objets, à escalader les uns après les autres. Je le vois très très bien en train de se faire chier comme ça devant son PC, à juste empiler les assets les uns au-dessus des autres. Le seul problème, c'est que ils sont pas toujours très pratiques à jouer, très bien foutus. Parce que là aussi, ils disent c'est pour reproduire un peu l'esprit Final Fantasy, parce que dans Final Fantasy VII, tous les mini-jeux sont pas géniaux, et effectivement, tous les mini-jeux sont un peu foireux. Mais on était en 97, les gars. On commençait à peine à faire de la 3D. C'était déjà un miracle que le système de FF7 arrive à tenir, parce que c'était, en gros, c'est 5 modules différents. Un pour les maps, un pour les environnements, un pour les combats, et tout ce genre-là, qui sont en train de cohabiter dans le même truc. C'était un bordel de programmation monstrueux. C'est peut-être plutôt pour ça que les jeux étaient mauvais plutôt que à dessein, en fait. Et il y en a vraiment... Le truc, c'est que j'avais fini le jeu et j'avais eu tous les trophées. Et ils viennent de rajouter un trophée qui consiste à réussir tous les trucs des plages de Gestral. J'ai vraiment envie de dire des Gestros. Et j'y arrive pas. J'arrive à peu près à tous les faire, sauf celui du volet. Je n'arrive pas à comprendre le timing de ce truc. Je n'y arrive pas. Et du coup, je ne pourrais jamais avoir ce trophée, alors que sinon j'ai fait absolument tout le reste dans le jeu. Donc ça me fait un petit peu chier, c'est un petit peu frustrant. Et j'aime beaucoup, ne serait-ce que le fait d'avoir une map. Ça, c'est un truc quand même, je vais faire revenir Esquier, parce que pour montrer un petit peu de l'environnement.
Le pouvoir de voler, on le débloque qu'au bout d'un moment. S'il y a des gens qui viennent de commencer le jeu, qui comprennent pas pourquoi je vole, ça se débloque au fur et à mesure de l'histoire et de l'aventure. Il y a plein de trucs comme ça qui sont cool, qui vont se développer au fur et à mesure de l'aventure. À chaque fois que tu campes, t'as l'histoire qui progresse un petit peu quand tu parles à certains personnages. Et le fait d'avoir eu des conversations intimes avec certains personnages fait que tu gagnes en proximité, ce qui va débloquer des options supplémentaires, des trucs dans ce genre-là. Donc en plus de l'arbre de progression de chaque personnage qui se débloque avec des points que tu gagnes au fur et à mesure des combats, je crois que c'était un truc assez sympa de débloquer des options comme ça au fur et à mesure. Il y a aussi l'option pour plonger dans l'eau à certains points précis. Et juste là, enfin, avoir une map, ça fait des années qu'on nous dit, et je crois que même Square avait dit ça, hein, quand ils avaient commencé à faire le FF10 par exemple sur PlayStation 2, ils ont retiré les world maps et ils nous ont sorti des excuses à la con en mode non on peut pas en faire. Et tu fais mais c'est complètement con, bien sûr que si vous pouvez en faire, faites juste un modèle un petit peu moins détaillé, mais vous pouvez parfaitement faire une world map. Et là du coup avoir enfin une world map à explorer dans un JRPG, c'est vrai que ça fait du bien, ça fait longtemps que j'en avais pas eu quoi. Je vous emmène dans ce endroit-là parce que du coup on va pouvoir explorer un petit peu le côté RPG justement. Parce que il y a un truc qui est très drôle, c'est que j'ai un pote qui n'aime pas les RPG, tour par tour notamment, et il m'a envoyé un meme il y a pas longtemps, le truc qui dit moi après 133 heures de Expédition 33, mais qu'est-ce que je fais? Je déteste les RPG au tour par tour, pourquoi est-ce que je joue à ce truc depuis aussi longtemps? Et en fait, le truc qui est excellent, qui a vraiment été bien trouvé, c'est que donc c'est effectivement du tour par tour strict. On a une bande, il me semble, on va revenir en combat, enfin on va arriver en combat d'ici peu de temps. Il y a une bande normalement au-dessus des personnages qui te montre quel personnage va jouer à quel moment. Et du coup, l'action ne démarre pas avant que tu aies vraiment lancé le truc. J'aime bien aussi ça, le fait de pouvoir lancer le combat par toi-même. Donc vous voyez, il y a une barre sur le côté qui te montre quel personnage peut agir à quel moment, etc. etc. Et je vais juste faire des attaques de base parce que je voudrais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, mais je crois que mon personnage est trop puissant. Continuons d'avancer. Tu sais quoi, on va passer le tour. Parce qu'en fait, la grande force du jeu, c'est que c'est du tour par tour, mais c'est pas que du tour par tour. On peut faire quelque chose pendant le tour par tour. Là, je suis en train de faire en ce moment Blue Dragon, qui est du tour par tour pur. Et c'est vrai qu'il y a des moments qui sont un petit peu énervants à faire. Parce que du coup, au tour par tour pur, quand c'est pas ton tour de jouer, t'es en train d'attendre. Et je vous ai enregistré une partie là de Blue Dragon parce que j'y jouais l'autre jour et je l'ai à peine commencé, je viens de faire le disque 1. Et j'étais en train de faire un combat comme ça et je me suis dit, ah oui c'est vrai, c'est ça qui est chiant en fait au tour par tour. C'est que quand t'as du coup genre un groupe d'ennemis, de 5 ou 6 ennemis qui doivent t'attaquer en même temps, bah du coup tu fous rien pendant plusieurs minutes et tu commences à t'emmerder en fait farouchement. C'est bien parce que tu peux stratégiser un petit peu et voir qu'est-ce que tu as envie de lancer au prochain tour et qu'est-ce que tu veux faire comme stratégie, mais il y a des moments où c'est un petit peu long quand il y a beaucoup d'attaques ennemies à passer. Et là en fait ils ont trouvé une astuce qui est que tu n'es pas inactif pendant le tour par tour. Tu vas avoir toute une mécanique de parade ou d'esquive. Et en principe, j'aime pas trop le système d'esquive dans les jeux parce que j'arrive jamais vraiment à les placer. Notamment dans FF7 Rebirth par exemple, il y a un système de parade avec, je crois que c'est R1 il me semble. J'arrive jamais à le placer parce que j'arrive jamais à faire le bon timing. Et là en fait c'est le truc qui est très bien réussi du jeu, c'est que la mécanique d'esquive est vraiment bien foutue parce qu'elle est assez rythmique en vérité et il y a toujours un indice qui sera soit visuel soit sonore qui va t'indiquer à quel moment il faut réussir à esquiver. Donc là par exemple je vais le faire, je vais arrêter de parler parce qu'il faut que j'entende le truc, j'ai baissé un petit peu le son pour entendre l'indice. Mais on peut parer avec rond. Voilà. Vous entendez le dès que t'as le c'est à ce moment-là qu'il faut que tu sais que tu dois appuyer sur le bouton. Et en fait, cette mécanique, elle est non seulement cool parce qu'elle t'occupe pendant le tour par tour, du coup t'as pas vraiment du tour par tour. Ça me rappelle un petit peu la suite de Blue Dragon. Donc Blue Dragon c'est fait par Sakaguchi qui est donc le créateur de Final Fantasy. Je découvre en ce moment ce qu'il a fait sur Xbox parce que pendant très longtemps je n'ai pas fait les jeux de Xbox. Et dans Blue Dragon, du coup, c'est du tour par tour pur. Dans Lost Odyssey qu'il a fait ensuite, il y a un système qui est un peu similaire avec un système de disque. Quand les personnages vont attaquer, t'as un disque qui apparaît à l'écran, tu dois appuyer sur la gâchette. Là, j'ai appuyé sur, j'ai activé le menu. Et tu dois appuyer sur la gâchette et t'as un autre disque plus gros qui arrive et qui va se réduire. Et quand il arrive juste au-dessus du premier disque, tu lâches la gâchette et ça décuple ton attaque en principe, si tu le réussis à le faire parfaitement en fait. Et tout ça, c'est des systèmes qui permettent de ne pas se faire chier en fait pendant le tour par tour, de pas juste avoir à attendre de faire ta partie.
Donc ça déjà c'est le premier point vachement intéressant qu'apporte ce système, mais ça apporte un deuxième point intéressant, c'est que, alors pour le coup par contre j'ai un petit peu perdu l'habitude, là vous avez vu, là je me suis fait un petit peu avoir par certaines attaques. Je sais pas si je vais être avoir assez de dextérité pour vous le démontrer, mais on va essayer. On peut esquiver avec rond, mais on peut aussi faire une parade pure, donc vraiment résister au truc. Et quand on arrive à les enchaîner, on arrive à lancer un coup en plus. Je vais essayer de vous le montrer. J'accepte. Ah merde. Je savais que j'allais le louper. Voilà. Je vais y arriver, je vais y arriver. Merde. Je vois le personnage de Monoko arriver à chaque fois que je passe un tour. Le personnage de Monoko, il est cool parce que il doit récupérer des parties des ennemis avec lesquels on se bat, leurs jambes, je crois. Et en fait, avec ça, il peut du coup récupérer leurs attributs. C'est un peu comme un mage bleu, par exemple, dans un Final Fantasy, qui récupère les attributs des ennemis. Et en fait, il peut se transformer dans l'ennemi. Et il y a un côté assez satisfaisant à pouvoir incarner un ennemi qui t'a fait chier pendant de très nombreuses parties. Et cette fois-ci, c'est toi qui en mets plein la gueule des autres avec les capacités de cet ennemi-là. Je trouve que c'est un truc qui marche super bien. C'est une super bonne idée, du coup, d'avoir fait ça. Yes! J'utilisais pas le bon bouton, c'est pour ça que ça marchait pas. Voilà, du coup je me suis reposé, maintenant elle est toute propre. On va aller se la refaire. Mais donc ouais, le fait que t'aies pas à te faire chier pendant le tour par tour, c'est déjà une bonne chose, mais le truc qui est vraiment cool avec la technique, c'est qu'à partir du moment où t'arrives à bien la gérer, et où t'arrives à bien comprendre le pattern qui est utilisé par un de tes personnages, par un de tes ennemis, pardon, tu vas pouvoir faire certains trucs, comme par exemple, moi quand j'étais arrivé à ce niveau donc de glace dans le jeu, j'avais un niveau qui était plutôt bas, et j'avais envie de m'améliorer un petit peu. Et en fait, si t'arrives à bien gérer ce système d'esquive, tu peux d'un seul coup te confronter à des ennemis qui sont beaucoup plus puissants que toi, mais à partir du moment où t'arrives à bien apprendre le pattern pour éviter leurs attaques, tu as une chance de les battre. Ça va prendre des heures, parce que tes personnages vont taper assez bas, mais t'as une chance de les battre, et comme ils sont d'un niveau vachement plus élevé, ils vont te donner plein de points d'XP qui vont d'un seul coup te faire évoluer de façon vachement importante, quoi. Du coup, c'est vachement pratique d'avoir ce système, parce que tu peux progresser et leveler assez facilement, finalement, dans le jeu, et te confronter à des ennemis que tu pourrais pas du tout affronter en temps normal, juste si t'arrives à bien gérer le système d'esquive. On va encore essayer. Attention. Yes! Et pour montrer du coup les attaques un petit peu plus... Alors au début je trouvais que le menu était extrêmement compliqué. La première fois que je voyais les images du jeu, je me suis dit je vais jamais réussir à me repérer dans ce menu, c'est beaucoup trop bordélique, ça va dans tous les sens. En fin de compte, au bout de même pas 10 minutes de jeu, tu t'y habitues très rapidement. J'ai toujours cette impression-là. À chaque fois que je vois un jeu, j'ai toujours l'impression que c'est trop compliqué. Genre même FF7 Rebirth, quand je voyais le truc au début, je me suis dit il y a trop de boutons, il y a trop de menus, il y a trop de machins, je vais jamais m'y retrouver. Au final, au bout de 10 minutes, je finis toujours par m'y habituer. Donc je vais arrêter de me dire ça maintenant, je vais juste essayer. Mais il y a aussi tout un système de points en fait au niveau des combats que tu obtiens en faisant certaines attaques vont te donner un certain nombre de points ensuite à utiliser, vont charger certaines barres d'attaque spéciales et des trucs dans ce genre là. Là vous voyez il y a une petite barre en bas qui marque 9 points, et c'est le nombre de points que j'ai à utiliser pour des différentes compétences dans un tour. Et donc il y a des compétences qui valent 5 points, 7 points, il y a du 8 points quelque part, et donc chacune a un coût particulier. Et là aussi, pour lancer les attaques, on a tout un tas de petits quick time events en fait à réaliser. On va essayer... Là, ils sont quoi? Ils sont en glace. On a un truc de feu quelque part? Oui, tiens, on a enfer. Tac. Sans les traces du feu. Voilà. Et vous avez vu, donc il y a une petite barre de temps qui va défiler, et au début en fait je comprenais pas, j'appuyais juste sur les boutons en me disant bah, il veut juste que j'appuie sur un bouton, c'est quoi le challenge, c'est pas utile. Et en fait j'ai mis c'est embarrassant hein, mais j'ai dû mettre au moins 20 heures de jeu avant de remarquer ah mais en fait le tout dernier quart de la barre il est orange, et si j'appuie sur ce dernier quart, l'attaque elle est plus puissante. D'accord. J'ai vraiment mis un gros moment avant de comprendre comment ça fonctionnait. Et du coup voilà, je vous le dis maintenant comme ça, si vous ne connaissez pas, peut-être que vous vous êtes pas rendu compte vous non plus, mais il y a effectivement une astuce pour que ce soit plus puissant si on utilise ce truc là. Évidemment, le dernier point qu'il faut noter avant de passer au spoiler et parler un peu du scénario et de la fin notamment, c'est la musique qui est absolument extraordinaire. Je ne me souviens plus comment s'appelle le compositeur, donc je vais vous l'indiquer ici là en bas de l'écran parce qu'il m'est sorti de la tête, mais je sais même pas si lui est fan de jeux vidéo ou pas.
probablement quand même qu'il doit apprécier les jeux vidéo. Je veux dire, de toute façon, dans notre génération, c'est quand même plutôt courant d'avoir des gens qui apprécient les jeux vidéo. Mais t'as vraiment le sentiment qu'il a essayé de faire une bande-son à la Nobuo Uematsu, qui est donc celui qui fait les bandes-sons des Final Fantasy. Notamment parce qu'il y a ce côté explorer absolument tous les styles musicaux possibles et imaginables. On a des trucs qui sont, vous avez vu, des trucs très opératiques avec une soprano qui fait des vocalises. On va avoir des morceaux de heavy metal, on va avoir des morceaux qui sont plus dans des styles percussion. Donc du coup, tu retrouves vraiment cette sensation de Final Fantasy, d'avoir un registre musical extrêmement divers et varié, et tu t'ennuies du coup jamais, et tu découvres toujours des pistes super bonnes et vachement prenantes, en fonction des endroits dans lesquels tu te situes, quoi. Il y a vraiment une grande variété de musique, et elles sont à chaque fois extrêmement cool. On va passer dans une section spoiler du coup maintenant. Donc voilà, si vous ne voulez pas qu'on parle de la fin du jeu, je vous conseille d'arrêter la vidéo maintenant, mais je pense qu'avec tout ce que je vous dis là, vous verrez que je vous conseille le jeu, quoi. Je sais pas si je vais le refaire, parce que le jeu est du coup assez exigeant et il faut vraiment se mettre dedans pour apprendre tous les patterns et apprendre tous les trucs de monstres. On n'a pas besoin de tous les connaître tout le temps, mais il y a certains moments où il faut les connaître. Ça aussi, c'est le petit genre de truc à la con, mais juste te permettre de détruire ces barrières de corail là, une fois que t'as dépassé un certain niveau. C'est tellement jouissif. C'est pour le côté maniaque, les gens qui ont bien envie de tout nettoyer, que tout soit propre, tu peux péter absolument toute la barrière. Mais donc ouais, je sais pas si je vais me le refaire parce que comme le jeu est très exigeant et qu'il faut apprendre les patterns assez régulièrement, c'est pas le genre de jeu que tu fais en mode casu, quoi. Tu peux pas juste le faire comme ça, quoi. Donc voilà, je sais pas si je le referai 36 000 fois, mais l'avoir fait au moins une fois, c'était vraiment génial. Et ça aussi, c'est un décor qui est vachement sympa, cette espèce de colisée là. On va aller dedans peut-être vite fait. Mais donc voilà, je vais passer vite fait du coup à une exploration de la fin, parce que j'ai envie de parler de la fin un petit peu. Donc voilà, section spoiler à partir de maintenant. Comme on est en section spoiler, du coup je vais lever la caméra. Papa, va-t'en! Parce que donc oui, tout ce truc est une histoire familiale très glauque au final, avec toute une histoire de deuil qui doit être gérée par les différents membres de la famille. Et la raison pour laquelle Maëlle est donc ici, c'est que elle n'arrive pas à faire le deuil de son frère Verso. Un truc que j'ai trouvé très bien d'ailleurs, c'est comme quelque part Final Fantasy VII, il y a une mort d'un personnage central. Du coup, on commence avec Gustave, qui semble être le personnage principal. Et d'ailleurs, ils m'ont bien niqué parce qu'il a tout un arbre de progression, évidemment, comme tous les personnages. Et quand t'arrives au moment où le personnage meurt, il reste encore plein de cases à ouvrir. Donc du coup, je me suis dit, bah oui, du coup, il va revenir le personnage, j'en suis certain. Il y a encore tout un tas de trucs, d'options activées dans son arbre. Et en fait, non, il revient pas. Tu te fais un peu avoir avec ça. Et en même temps, ça montre bien l'idée, c'est le potentiel avorté, en fait. Cette personne qui aurait pu avoir toute une vie, tout un arbre de progression que t'aurais pu explorer. Et au final, bah, ce potentiel est coupé court parce que bah, le personnage meurt dans l'histoire très rapidement. Et je trouvais que c'était une très bonne idée d'avoir fait le truc comme ça. Pour revenir du coup un petit peu à la fin, je vais un peu poser le personnage et puis on va juste observer comme c'est joli. Rien que ça, quoi, ces statues gigantesques avec les pétales qui tombent de partout, le petit effet de lumière là, les God Rays quand tu passes devant le soleil, oh là, qu'est-ce que c'est beau ce jeu. Donc ouais, j'ai un problème avec la fin. Les fins d'ailleurs, puisque donc il y a deux fins. Il y a toute une interview de la scénariste du jeu qui explique que dans leur tête, il n'y a pas une bonne et une mauvaise fin en fait. Les deux fins ont des côtés positifs et des côtés négatifs, et il n'y a pas de fin meilleure que l'autre. Ce à quoi je dis bullshit. Parce qu'il y a clairement une fin qui est meilleure que l'autre, et c'est la fin, le choix de Verso, le choix où Maëlle sort du tableau et il lui dit de brûler le tableau. Puisque donc, si jamais vous regardez la section spoiler sans connaître, on est dans un tableau qui a été peint par Verso, ce frère est mort dans un incendie qui a aussi ravagé le visage de Maëlle, et n'arrivant pas à faire son deuil, Maëlle plonge dans le tableau de son frère, parce que c'est un pouvoir qu'on a dans ce jeu. Et donc, dans ce tableau, il y a aussi une part de l'âme de son frère, évidemment, parce que donc c'est tout le truc de l'artiste, il a pas un tableau, il y a une partie de son âme qui va dans son œuvre.
Et elle peut du coup le retrouver et elle peut vivre sa vie dans Lumière et d'où toute sa mission pour essayer de faire en sorte que les gens arrêtent de mourir, puisque donc c'est tout le truc du jeu, hein, tous les gens sont en train de mourir, donc il faut mettre fin au deuil en fait, en règle générale, il faut que les gens arrêtent de mourir. Et la fin de Verso, c'est donc tu sors du tableau et tu brûles le tableau complètement, ce qui est un truc que je trouve assez dingue, notamment dans un jeu qui est à ce point-là orienté sur les artistes. J'aime bien parce que je dis ça, elle a son béret, ses lunettes et tout. Je trouve ça très dur de brûler l'œuvre pour faire son deuil. Je trouve qu'au contraire, justement, quand quelqu'un meurt, c'est là que tu apprécies encore plus les œuvres qu'elles ont fait. C'est un souvenir, une trace d'eux. Et autant je comprends l'idée de il faut faire le deuil, il faut oublier le personnage, il faut oublier le personnage de ton frère, et il faut passer à autre chose. Autant aller jusqu'à détruire ce que le mec a créé. Je trouve que ça va trop loin. Mais c'est pas ça véritablement mon problème, c'est que effectivement il y a une bonne fin et une mauvaise fin très clairement. Parce que quand on fait la fin de Verso, on a du coup Maël qui est à l'extérieur. Alors oui, tu sens que tout le monde est très triste, mais en même temps ils sont en train de faire leur deuil, c'est normal. C'est une fin qui est assez mélancolique, tu la vois sur le tombeau en train de se recueillir sur la tombe de son frère, et je crois que quand elle tourne la tête, elle voit les personnages du jeu également qui sont à côté, qui eux aussi du coup ont disparu, et ça c'est le truc que je trouve vraiment dégueulasse. Tout le jeu, il n'y a pas de minimap par exemple pour explorer, parce qu'ils veulent vraiment que tu explores le monde, et donc ce faisant, tu t'attaches au monde. Tu le trouves cool en plus, les environnements sont géniaux, etc. Et tu t'attaches aussi aux gens qui sont dedans, parce que Lune par exemple, c'est un personnage du tableau. C'est pas une humaine qui a plongé dans le tableau, c'est un personnage du tableau. Et tu dis, si tu brûles le tableau, tout ce monde arrête de vivre en fait. Et autant je comprends le côté deuil, autant tous ces gens ont le droit de vivre aussi. En plus, avec la vie qu'ils ont endurée, avec la vie de trauma qu'ils ont dû endurer toute leur vie en voyant les gens disparaître avec le gommage et tout le bordel, ils pourraient quand même mériter de vivre un petit peu, quoi. Et cette fin-là, bien qu'étant amère, est quand même une fin plutôt positive. Alors qu'à l'inverse, quand tu choisis la fin de Maël, parce que moi justement je voulais pas que les gens du tableau meurent, je voulais que les gens du tableau puissent continuer à vivre, et Verso effectivement, Verso il va devoir continuer à vivre aussi, manifestement il avait envie de mourir, mais il a envie de mourir pour que sa famille fasse son deuil, et pas vraiment parce que lui n'a plus envie d'être là en fait. Enfin, il me semble en tout cas, c'est ce que moi j'ai sorti du personnage quand j'ai fait le jeu, il y a quelques mois déjà maintenant, donc j'ai peut-être oublié certains détails, mais il me semble. Mais moi je voulais pas du coup détruire le monde de Lumière, et du coup j'ai décidé de faire la fin de Maël. Et quand tu fais la fin de Maël, t'as tout un truc à la fin où tu vois, ils se réunissent tous au théâtre pour regarder Verso en train de jouer du piano. Et au moment de commencer à jouer, t'as le gros filtre noir et blanc. D'ailleurs, je crois que le filtre noir et blanc est pendant une bonne partie du truc. Donc la couleur disparaît. Et t'as ce bruit de... qui est un truc extrêmement sombre. C'est le signal sonore musical qui te dit non, les choses vont pas bien en fait. On est en train de, c'est pas naturel. C'est pas bien de vouloir rester comme ça dans un monde où rien ne change jamais, où les gens ne meurent pas, où on n'a pas besoin d'accepter le deuil, etc., etc. Et du coup, je suis désolé, mais il y a clairement une fin qui est négative, qui est la fin de Maël. Peut-être que thématiquement, il y a des choses bonnes et des choses mauvaises. Effectivement, par exemple, les habitants de Lumière sont encore là, mais Verso est condamné à vivre. Il y a un côté bon et mauvais dans le truc. Mais juste que dans la mise en scène, il y a cette disparition de la couleur et cette note qui est jouée pas au piano, c'est la preuve que c'est la mauvaise fin en fait. Que c'est la fin qu'il fallait pas faire. Effectivement, quand Maël sort du tableau, le côté négatif c'est de faire le deuil, mais c'est un peu le but de sa quête depuis le début en fait. C'était un peu tout le truc que Maël devait atteindre, et donc qu'elle doive faire son deuil, qu'elle soit confrontée à la mort, c'est une bonne chose, c'est ce vers quoi le personnage devait aller, au final. Et je vois pas vraiment de point négatif dans cette fin-là. Bon alors oui, du coup, la disparition du tableau, mais à partir d'un certain moment, tout le monde te dit que c'est presque enviable, quoi, que tout le monde meurt. Donc, je sais pas, je trouve ça très particulier d'avoir présenté le truc comme ça. Alors fin de la section spoiler, mais je vais quand même faire un tout petit dernier détail avant de partir. L'équipe qui a fait les cinématiques, parce que je parlais des cinématiques dans la section spoiler, a fait un travail de dingue. La mise en scène est vraiment cool, vraiment géniale, les angles de caméra sont très bien trouvés, le découpage est très intelligent et très bien fait. Il y a tout un jeu avec la couleur, tout un jeu avec le ratio, on va passer parfois en ratio 4/3. Je vous avoue que j'ai pas encore compris exactement quel était le code par rapport au ratio 4/3. Je crois que c'est quand Maël est confronté au réel, du coup, je crois. Donc voilà, j'ai pas exactement compris le truc, mais la mise en scène est absolument dingue, ça ressemble vraiment à une mise en scène de film, et d'ailleurs, ils ont passé un contrat avec je ne sais quel studio hollywoodien pour essayer d'adapter l'histoire en film, et ça pourrait rendre vraiment vraiment très bien. Il faut vraiment qu'ils chapeautent le projet de A à Z pour s'assurer qu'ils vont pas faire n'importe quoi au niveau de l'adaptation, mais c'est un univers qui visuellement est tellement riche et tellement génial que ça pourrait rendre extrêmement bien du coup en film, et ce thème du deuil pourrait être très sympa à traiter également.
Donc j'espère du coup que le film va pouvoir se faire, et j'espère qu'il sera aussi bien mis en scène que ne l'ont été les cinématiques du jeu, parce que elles sont vraiment très très bien foutues, quoi. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, graphisme, musique, gameplay, histoire, avec une section spoiler en plus. Donc écoutez, on va sortir d'ici, je mets fin à mon enregistrement, et on va passer du coup maintenant à la section Silent Hill F. Donc là aussi, vous me laissez le temps, je vais aller lancer le jeu, et on revient. Bon, il y a les shaders qui finissent de compiler, donc on va commencer un petit peu à parler pendant que ça se passe. J'avais très envie de parler de Silent Hill F, notamment parce que j'ai un gros problème à savoir si j'accepte de qualifier ce Silent Hill de Silent Hill. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui changent, et tellement que je me dis, il y a un truc qui va pas quand même, il y a quelque chose qui ressemble plus à Silent Hill au bout d'un moment. Ne serait-ce que ça, oui, dès le menu, vous avez le truc, l'univers alterné de Silent Hill. En principe, c'est un univers rouillé. Quels qu'aient été les personnages principaux des Silent Hill 1, 2, 3, 4, 5, Downpour, Shattered Memories, etc., etc., l'univers parallèle était grosso modo le même, avec la rouille. Je dois admettre, Shattered Memories a un peu brisé le pattern avec l'univers de glace, déjà. Donc peut-être qu'on peut accepter que dans l'ensemble de la saga, on peut faire des univers alternatifs différents en fonction du personnage et de ce qui est approuvé, mais généralement, ce qui a attiré les gens dans l'univers de Silent Hill, c'était plutôt cet univers rouillé. Et c'est un peu effectivement le problème de ce jeu, c'est au bout d'un moment tu te dis, on a changé tellement de choses, est-ce que c'est encore du Silent Hill ? Il y a quelqu'un qui est perdu dans la brume, ok, très bien, c'est cool, mais est-ce qu'on est encore dans du Silent Hill quand on est littéralement à des milliers de kilomètres de Silent Hill ? Parce que là du coup ça se déroule au Japon, alors que Silent Hill du coup c'est une ville en principe qui est aux États-Unis, et ça se déroule dans les années 60, donc bien avant n'importe quel jeu Silent Hill qui existe, quoi. Donc au bout d'un moment tu te dis, quand on a changé autant de choses, est-ce qu'on est vraiment toujours dans Silent Hill ? Et la réponse est oui et non, en fait, pour beaucoup de choses. Je vais faire une nouvelle partie, parce que je pense que si je démarre une de mes sauvegardes, on va être tout à la fin, donc il va y avoir des spoilers, et puis je pourrai pas vous montrer grand-chose, je pense. Allez, on va mettre le costume de lapin rose, ça va être drôle. Ils ont respecté ça. Ils ont respecté, par exemple, dans ce qui est toujours Silent Hill, ils ont respecté le côté parfois un peu délirant, avec certains costumes qui sont un peu particuliers, un peu débiles, notamment pour les femmes. Dans Silent Hill 3, il y avait un costume de Sailor Moon pour le personnage de Heather. Ils ont laissé la fin UFO, OVNI. Dites-moi, est-ce que c'est parce que je joue en 1080p, mais il y a cette espèce d'effet d'aliasing bizarre sur le flou, et je me demande si c'est parce que je joue en 1080p et pas en 4K comme beaucoup de gens. Mais donc effectivement, on va passer la cinématique d'ailleurs. Effectivement, on est dans le Japon des années 60, et c'est plus du tout l'univers de Silent Hill, quoi. D'un autre côté, je dois bien l'admettre, c'est un des aspects qui m'a fasciné du jeu. Vous savez, il y a tout ce truc dans... il y a un Assassin's Creed, je crois, notamment, qui permet d'avoir un mode historique, je crois, ou d'explorer. J'ai pas fait les Assassin's Creed. Le premier m'avait déjà pas trop plu, donc du coup j'ai pas trop fait les autres. Il y a un truc qui permet donc d'explorer en mode historique, en mode un peu muséum d'histoire, et de voir des explications sur les différents trucs, sur la période, sur différents objets, etc. Et je trouve que ce côté, cette capsule de petit village japonais des années 60, c'est un des trucs les plus fascinants et les plus cool du jeu. Parce que par exemple, il y a quasiment toutes les maisons ont cette espèce de machine à laver. Je suis obsédé par cette machine à laver. Je sais pas pourquoi. Depuis que je l'ai vu la première fois, j'ai été obsédé par ce truc et je me suis dit, il y a un truc historique, ça doit être genre le premier modèle de machine à laver industrielle, commercialisée au Japon. C'est sans doute un modèle typiquement du Japon que genre toutes les maisons devaient avoir à une certaine époque. Et je trouve ça génial de pouvoir le découvrir ici. Et j'adore évidemment tout l'environnement de Ebisugaoka, je crois que c'est comme ça que s'appelle la ville. Tout ce côté petit village de campagne très étriqué, où toutes les rues sont étroites et petites, et où tu passes par des petits passages qui n'ont pas l'air même d'être en principe faits pour que les gens puissent passer dedans, mais juste comme on a construit de façon un peu erratique avant qu'on formalise vraiment tout l'urbanisme un peu partout dans le monde. Ça aussi, c'est un truc cool, c'est les Hokora qui permettent de sauvegarder et également d'obtenir certains bonus, certains trucs. On peut obtenir des petites médailles qui améliorent l'endurance du personnage ou bien qui lui offrent certaines capacités particulières, etc., etc. C'est un gros changement par rapport à Silent Hill, au Silent Hill habituel, mais c'est aussi quelque chose qui rend le jeu vachement... Ah merde, je peux pas rentrer dedans. Intéressant, avec une atmosphère vraiment propre à lui, quoi. On peut pas faire autrement qu'avoir une atmosphère propre à lui, vu à quel point il est différent des autres. Mais vraiment, il y a un truc dans l'atmosphère du jeu, dans cette exploration du Japon de l'époque, que moi j'ai absolument adoré, quoi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on va peut-être commencer par ça.
nous jouons Hinako, qui est donc cette jeune fille avec son petit costume de lapin écolière la rose, qui vit dans la ville de Ebishu-Gaoka. Au tout début, on avait une cinématique que j'ai passée où on voit qu'elle s'engueule avec ses parents, avec son père notamment. Et ensuite, elle sort pour aller rejoindre ses amis en ville. Donc toujours le truc dans les jeux vidéo actuels, si vous voulez savoir où aller, regardez où il y a de la lumière, c'est le truc qui te guide. Et quand elle va retrouver ses amis, il y a une créature de brume qui va se mettre à la poursuivre et à l'attaquer. Et elle va donc essayer de lui échapper. Donc la ville va commencer à se remplir de brume et se vider de ses habitants et se remplir de monstres. Mais elle va aussi à certains moments tomber dans les pommes et arriver dans une dimension parallèle. Et c'est là que tu vois une partie du message déjà du jeu, c'est le poids des traditions, notamment autour des femmes. C'est le gros sujet du jeu, c'est... je sais pas jusqu'où je peux aller sans véritablement spoiler, mais Hinako devient une femme, et il y a beaucoup de choses qui ne lui plaisent pas dans ce que devrait devenir une femme. Et du coup, cette dimension alternée qui est dans un univers beaucoup plus traditionnel, avec tout un tas de... Alors j'oublie toujours comment s'appellent ces trucs, ces grands portiques rouges là, qui sont des trucs très spirituels. Il y a beaucoup de trucs comme ça ressemble à des vieux temples, c'est très labyrinthique, mais ça ressemble à des vieux temples avec des murs en papier, des trucs dans le genre. Et du coup, je trouve que c'est vachement intéressant que ce soit codé comme ça, en fait, que le monde alternatif soit codé avec ce truc extrêmement folklorique, extrêmement traditionnel, parce que justement, tout le jeu va être sur le poids des traditions, notamment là, avec son ami Shu, qu'on va retrouver ici. Il y a beaucoup de choses qui changent avec le fait qu'elle devienne adolescente, dans son rapport avec Shu, qui est son meilleur ami d'enfance, avec qui elle jouait depuis toute petite. Et évidemment, le fait qu'elle devienne une femme, ça va changer aussi ces rapports-là, quoi. Je vais juste laisser passer la cinématique parce que je voudrais montrer le... Ah, quoique non, je vais le montrer en me faisant avoir. Donc là, on doit échapper au truc, et je me fais juste avoir parce que je vais vous montrer. J'adore le côté... je sais plus comment s'appelle ce truc, que les gens n'aiment pas les petits trous, la trictylomanie ou je sais pas trop quoi. J'adore ce truc avec tous ces petits trous qui arrivent partout, et avec des petits tentacules de plantes et de champignons qui commencent à apparaître un peu partout. Je trouve ça extrêmement angoissant et malsain, mais je trouve ça bien foutu du coup. Du coup, le jeu est partagé entre deux aspects. On a toujours eu ça, on a toujours eu la ville dans la brume d'un côté, et puis l'univers alterné avec la rouille un peu partout. Et là, du coup, avec la brume, viennent aussi toutes ces fleurs rouges qui, je crois, pareil dans le côté très traditionnel japonais, etc., sont des fleurs qui sont liées à la mort dans le folklore japonais et qui, du coup, sont assez intéressantes à mettre dans ce jeu comme un symbole de ce qui poursuit Hinako, parce que elle a peur de voir disparaître et de voir mourir ce qu'elle est finalement. C'est plus métaphorique, c'est pas vraiment elle a peur elle de mourir, mais c'est vraiment le côté je veux pas faire mourir cette partie de ma personnalité au final, quoi. Là, vous voyez comme toutes ces petites rues sont étriquées, emboîtées les unes dans les autres. Il y a vraiment des rues, mais ça reste quand même très erratique et très particulier comme environnement. Et j'adore ce côté-là, ce côté explorer le Japon de l'époque et le genre de ville typique qu'il pouvait y avoir dans les petits villages. Donc là commence le jeu à proprement parler, et il y a plein de trucs intéressants. Alors déjà, donc on a plein d'items à utiliser. Je dois admettre, trop par moment. Il y a 36 000 trucs qui permettent de soigner sa santé, 36 000 trucs qui permettent de soigner sa stamina. C'est juste qu'il y en a qui sont restaurés un petit peu, restaurés moyennement, restaurés beaucoup, etc. Je trouve pas que ce soit extrêmement utile, c'est très encombrant, ça rend les menus un petit peu laborieux parfois à naviguer. Et quand t'es un peu en stress parce que t'as 3 ou 4 ennemis qui te tombent dessus, c'est un petit peu chiant quand même. On retrouve du grand Silent Hill. J'ai vu des gens se plaindre du côté oui, tout ce qu'on a à faire c'est récupérer des objets et lire des notes et puis c'est tout. Et tu fais mais c'est ce qu'on fait dans tous les Silent Hill en fait. Je vois pas quel est le côté chiant du truc. C'est juste le style de jeu que doit avoir Silent Hill et je comprends pas pourquoi ça vous emmerde. Et si ça vous emmerde, vous aimez pas Silent Hill en fait. Mais donc oui, pour le reste, on doit vraiment explorer un petit peu tout, trouver tout un tas de notes un peu partout et essayer de savoir comment s'en sortir. On a évidemment toute une map avec des environnements qui sont indiqués, des lieux dans lesquels on doit se rendre, etc., etc. Donc c'est traditionnel de Silent Hill à ce niveau-là aussi, que la map se révèle au fur et à mesure, ce qui est aussi un peu traditionnel de Silent Hill, sauf dans certaines zones où tu vas trouver une map dès que tu vas arriver, genre l'école, je crois, quand on arrive dans l'école, on a directement une map à explorer. Et alors ça, c'est un truc qu'il faudrait aborder aussi. Le système de combat du jeu est
assez bizarrement foutu, parce que bon alors déjà tu ne peux te battre qu'avec des tuyaux et des bâtons et des trucs dans ce genre-là. Il y a évidemment pas de flingues, pas de trucs dans ce genre, parce que ça serait un peu absurde effectivement de les trouver dans le Japon des années 60. Le Japon est très strict, il me semble, au niveau des armes, et je crois que personne quasiment ne peut posséder d'armes au Japon. Ce qui est très emmerdant, c'est le côté avoir des armes avec une durée de vie limitée, ce qui est pas neuf dans un Silent Hill. On a déjà eu ça notamment dans le Silent Hill Origins. Le seul truc, c'est qu'elles sont vraiment très fragiles et elles cassent très rapidement, et au bout d'un moment, c'est un tout petit peu saoulant. Vous voyez comme cette machine à laver revient à chaque fois. On la retrouve ici encore. Donc voilà, là on arrive au premier combat du jeu. Le système de combat est assez classique. On a une attaque normale avec R1, une attaque plus chargée avec R2. On peut verrouiller les ennemis en appuyant sur carré. Voilà, vous voyez cet effet bizarre avec l'image qui s'arrête quand tu tapes. Je comprends pas pourquoi est-ce que ce truc est là, parce que ça fait extrêmement artificiel en fait. En principe, dans un Silent Hill, il faut que tu aies vraiment l'impression d'être immergé dans ce monde. Et je trouve que ce côté très artificiel des combats, qui fait très vraiment plus jeu orienté sur la baston que jeu psychologique, ce que devrait être ce jeu, c'est beaucoup trop artificiel. Ça rend toutes les mécaniques de jeu extrêmement visibles. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de courbes différentes qui sont dans le truc. Il y a celle tout en bas, c'est l'endurance. Celle au-dessus, c'est la vie. Et il y a une jauge d'esprit qui est un petit peu au-dessus, qui permet de faire les attaques particulières, je crois les attaques spéciales quand tu la charges, et qui peut se vider petit à petit. Et je crois que quand elle se vide, t'as un petit truc négatif en plus qui va arriver. Tu devrais pas rendre les mécaniques de jeu visibles. Là, ils viennent de nous indiquer par exemple comment est-ce qu'on faisait pour faire un contre. Quand les ennemis vont t'attaquer, il y a un petit moment où il va y avoir un petit flash rouge qui va arriver autour d'eux, et au moment où tu vois ce flash rouge, tu dois appuyer sur un bouton particulier, je crois que c'est R2, qui permet de lancer une attaque qui va contrer du coup ce que fait l'ennemi. Le truc, c'est que typiquement ce genre d'indication, ce genre de truc, c'est quelque chose d'artificiel, c'est quelque chose de jeu vidéo, c'est quelque chose qui te sort de la diégèse du jeu et qui donne vraiment l'impression d'être en train de faire un jeu et pas d'être perdu dans la ville de Silent Hill en fait. Du coup, je trouve que ce système de combat est assez maladroit, parce que on devrait essayer d'être le plus dans le jeu possible, et toutes ces petites indications, tous ces petits prompts, c'est des choses qui te font sortir du jeu au final. Je trouve que c'est une mauvaise idée d'avoir fait le truc comme ça, et pareil, le fait que quand tu tapes pour te faire sentir la puissance du coup, il y a un petit moment de pause où du coup l'image s'arrête d'un coup, c'est quelque chose qui fait beaucoup trop artificiel aussi, et que le jeu aurait dû éviter. Parce qu'à mon sens, ça ne marche pas, et ça rend le truc trop artificiel, encore une fois, quoi. Je trouve aussi que le jeu est très soit exigeant, soit mal foutu, parce qu'il y a plein de moments où tu sais pertinemment que t'as appuyé sur le truc au bon moment pour avoir l'action que tu voulais avoir. Ouf. Et le jeu va pas le faire, en fait. Et je trouve ça effectivement très bizarrement foutu. Est-ce que je peux essayer de faire un contre pour vous montrer comment ça fonctionne? Dis donc, t'es très gentil. Voilà. Ah, vous avez vu, il y a ce petit truc de rouge qui est apparu, ce subrepticement. Et c'est à ce moment-là qu'il faut utiliser... Ça, j'aime bien cette cinématique, pour montrer, c'est... Lâchez-moi, putain de merde. C'est un truc taquet-artique. Pour le reste, donc, l'exploration, je trouvais très bien foutue. La ville de Ebishogaoka est vraiment cool à explorer, aussi bien pour le côté traditionnel japonais que pour le fait que ce soit l'endroit où elle vit. C'est aussi quelque chose qui est très différent par rapport aux autres Silent Hill. Dans les autres Silent Hill, les gens qui sont dans Silent Hill ne vivent pas à Silent Hill. Et elle, du coup, elle a ce petit truc en plus qu'elle connaît tous ces endroits, mais même pour elle, ces endroits deviennent étrangers, et elle les reconnaît plus, et elle ne comprend pas trop où est-ce qu'elle est. Donc du coup, ça aussi, c'est un petit truc qui est intéressant. Au niveau des énigmes, je vous avoue qu'il y en a une ou deux qui m'ont un peu rendu dingue. Il y a une énigme dans un champ infini en fait, qui se répète à l'infini, dans lequel t'es perdu. Et tu vas avoir plein de méchants qui sont des épouvantails, qui sont avec des jambes de bois et qui ont généralement des lames ou des trucs pour t'attaquer. Et il y a tout un champ rempli de ces mecs-là, et tu dois trouver quel est celui qui est différent par rapport aux autres. Mais genre, le détail à trouver, il est toujours tellement infime, faut vraiment faire le tour du truc pendant 3 plombes. Et moi, je me suis retrouvé des centaines de fois à avoir une armée d'épouvantails en train de me courir après
parce que juste j'arrivais pas à trouver le bon et j'ai fini par tous les faire les uns après les autres en me disant je vais bien finir par tomber sur le bon à un moment ou à un autre, quoi. Mais en vérité, il y a des petits détails, il y a des trucs dans leurs costumes notamment. Mais c'est vrai que certaines énigmes m'ont rendu dingue. Celle-ci, alors moins, il y a tout un truc avec un hôtel avec des objets à mettre dedans. Par exemple, vous voyez, donc là, il y a un nœud particulier sur l'objet. Donc il faut le foutre sur l'hôtel qui a le même nœud. Donc ça, pour le coup, c'est une des plus simples encore à faire. Il y en a une avec une boîte qui te demande littéralement de t'y connaître en plantes, en fleurs, en pétales, en trucs dans ce genre-là. Et tu fais, mais d'où je m'y connaîtrais dans ce truc-là? Et celui-là, je dois bien vous l'avouer, il m'a un peu rendu dingue. J'étais à deux doigts de péter un câble parce que ça allait... Oh, bah voilà, du premier coup. J'étais à deux doigts de péter un câble parce que vraiment, ça allait trop loin. Ce truc est différent, évidemment, selon le mode d'énigme. Ça, c'est bien aussi d'avoir retrouvé plusieurs niveaux d'énigmes différents dans les Silent Hill. C'était un truc qui existait beaucoup dans d'anciens Silent Hill, et je crois que ça avait disparu, le niveau de difficulté spécifique pour les énigmes dans certains épisodes. Là, du coup, c'est cool que ce soit revenu. D'ailleurs, un petit truc vite fait, ça n'a pas vraiment de rapport, c'est un peu en bordel, là, ce que je suis en train de dire, mais... Je crois que je sais pourquoi le jeu s'appelle Silent Hill F. C'est parce que techniquement, le Homecoming c'était le 5, et je crois que du coup celui-ci avec la lettre F ce serait le 6, plus ou moins officiel, par rapport à Downpour qui lui apparemment n'était pas officiel, je sais pas pourquoi. Shattered Memories effectivement c'était un spin-off, Origins c'était un prequel. Donc je comprends du coup qu'il y ait des trucs un peu différents, mais voilà, je pense que c'est pour ça qu'il s'appelle F, et aussi parce que ça a beaucoup de liens avec les éléments du jeu. Flower par exemple, évidemment en anglais, hein, ils vont pas faire ça par rapport au français, mais Flower ou Female par exemple, parce que donc on parle beaucoup des femmes dans ce jeu, et je pense que le F c'est pour tout un tas de raisons comme ça, c'est le 6, les fleurs, la femme, peut-être même les fantômes ou un truc dans ce genre là, je ne sais pas. Donc là on a un ami qui s'appelle Tête de Renard et qu'on doit suivre. Et là donc on est dans l'univers parallèle effectivement quoi. Donc oui, les énigmes m'ont parfois rendu un petit peu dingue, c'est parce que j'en étais rendu là. Parce qu'il y en a qui sont vraiment très compliqués à comprendre et pour aller jusqu'au bout, mais comme il y avait un niveau de difficulté un peu différent, je dois dire que ça marchait plutôt pas trop mal. Un des points qui est à noter également, c'est la musique. La musique est à nouveau composée par Akira Yamaoka, et pour le coup c'est vraiment là que tu retrouves la personnalité de Silent Hill. Tu retrouves des sonorités qui sont typiques de musique de Silent Hill dans certaines des compositions qui sont pour celui-ci. Mais en même temps, avec cette orientation japonaise folklorique du jeu, ça aussi, le petit truc avec les trucs à examiner là. Il y a tout un tas de petits... il y a une petite énigme à résoudre avec ça. Mais donc ouais, ces instruments musicaux typiquement japonais, qui sont utilisés pour la bande-son de ce jeu-là, ça en fait aussi une bande-son qui est très différente de toutes les autres bandes-son des autres Silent Hill, et en même temps familière. Donc c'est vraiment ça le truc, ce jeu c'est un ensemble d'un côté il y a ce truc là qui est très familier, là donc on est dans un monde parallèle, on a tout le côté avec la brume, on a toutes les énigmes à résoudre, etc. On a certaines musiques avec des sonorités qui sont typiques de Silent Hill, et en même temps d'un seul coup un truc qui est complètement différent, notamment tout ce folklore japonais qui est utilisé quoi. Là donc on a utilisé une arme un peu différente qui est spécifique à cet univers-là. Celle-ci n'a pas de durée de vie limitée. Je crois que les armes en général dans cette partie, dans cet univers alternatif, n'ont pas de durée de vie particulière.
Et on va avoir une autre arme dans cet univers parallèle, c'est une sorte de, vous savez, ces longues perches avec un katana au bout, qui permet du coup d'avoir une arme longue portée qui est plus intéressante que d'autres. Et on va avoir tout un tas d'armes bonus qui vont être disponibles dans le jeu. On va avoir un sabre de samouraï aussi qui va pouvoir être découvert. Je crois que c'est uniquement dans certaines nouvelles parties plus qu'on va les avoir. Et il y a aussi un sabre laser qu'on peut utiliser. Je vais peut-être vous montrer ça pour le coup. Je vais peut-être sortir d'ici. Yes. Voilà, le sabre laser qu'on peut trouver quand on fait la fin OVNI. Ah, lâche-moi, saleté! Ça c'est cool, le fait qu'on ait au moins quelques petites variations parfois sur les ennemis, qui soient pas toujours exactement les mêmes. Mais ouais, typiquement, le sabre laser, c'est une allusion à Silent Hill 3 par exemple. Et c'est une des armes qui pour le coup ne casse pas dans le monde réel. Donc il y a quand même tout un tas de petits trucs cool. Mais alors ça m'amène à un petit truc qui est à aborder notamment dans ce jeu, c'est il y a certaines choses du jeu qui ne sont accessibles que quand tu fais une nouvelle partie plus. Quand vous allez terminer le jeu une première fois, vous allez forcément avoir une fin en particulier. Et on va pas se mentir, c'est évidemment la fin la moins satisfaisante. C'est évidemment une fin qui te raconte quasiment rien, qui t'explique quasiment rien sur ce qui s'est passé dans le jeu. Et donc elle est un petit peu frustrante. Et on va te proposer de faire une nouvelle partie plus. Et le truc, c'est qu'en fait, quand tu fais une nouvelle partie plus, il y a vraiment un intérêt à le faire parce que une bonne partie du jeu va changer. Parce qu'en fait, tout ce que tu as appris dans la première partie va être utilisé par Hinako pour comprendre quelque chose en plus dans la deuxième partie. Déjà, il y a tout un tas de choses, d'épreuves que tu as à faire, à accomplir, que tu vas pas avoir à faire. Par exemple, là, vous avez vu, j'ai démarré une nouvelle partie tout à l'heure, et j'ai dû attendre un petit peu avant de trouver le tuyau pour frapper. En principe, quand tu fais une nouvelle partie plus, tu trouves le tuyau juste à côté du bandage, du premier bandage que tu as pour te soigner. Et donc ça, par exemple, c'est différent, mais aussi, va y avoir des répliques différentes pendant les cinématiques. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous voulez passer les cinématiques, ils vont vous prévenir s'il y a un élément en plus dans la cinématique que vous n'avez pas vu dans la partie d'avant. Donc vous pouvez refaire tout le jeu et passer les cinématiques qui sont identiques et ne voir que celles où il y a des éléments en plus, parce qu'on vous préviendra quand il y a un truc en plus quand vous essayerez de la passer. Mais du coup, effectivement, on apprend des choses en plus. Les documents qu'on ramasse sont pas forcément les mêmes, pas forcément au même endroit, et quand c'est au même endroit, c'est pas forcément le même document. On va découvrir des choses en plus dans chaque nouvelle partie qui vont nous en faire découvrir un peu plus à chaque fois sur le fond de cette histoire. Et c'est là qu'on va passer à la section spoiler, parce qu'on va du coup expliquer qu'est-ce qui se passe en fait dans ce jeu. Et notamment, il y a un truc, c'est que vous avez sans doute vu des vidéos passer avec tout un tas de personnes qui ont accusé ce jeu d'être extrêmement woke. Et je peux pas non plus leur reprocher ça complètement, parce que effectivement, quand le jeu démarre, on a j'ai ma caméra qui est juste devant. On a donc un journal de Hinako qui illustre tout un tas de choses sur beaucoup de personnes qui sont dans son entourage. On a donc sa maman, son papa, Junko qui est sa sœur, Sakuko qui est une de ses amies, Shu qui est donc le mec qu'on avait vu tout à l'heure, Rinko qui est aussi une amie. Kotoyuki, c'est un homme qui était dans l'univers parallèle qu'on voit régulièrement et qui nous fait suivre tout un rituel. Et donc quand tu démarres, c'est littéralement le premier truc que tu lis du jeu, c'est « Mon père, le patriarcat, une société où le monde doit obéir à la figure masculine, où une femme doit être soumise au bon vouloir de son fainéant de mari, mon père en est l'exemple même. » Évidemment, quand t'es quelqu'un qui n'aime pas les trucs woke, tu lis ça, tu fais « Putain de merde ». Donc je comprends qu'ils aient réagi comme ça. En revanche, je leur reproche de pas avoir essayé de pousser un peu plus loin, parce qu'en fait, quand on fait les nouvelles parties plus, il faut faire au moins une deuxième partie, et une fois que tu as fait la deuxième partie, à la troisième, tu vas vraiment pouvoir avoir accès, si tu fais les bonnes choses pendant la partie, à la véritable fin du jeu. Quand le jeu démarre, t'as l'impression que c'est Hinako qui est juste une nana qui déteste le patriarcat, et qui déteste la vision de la femme qui est forcée par le patriarcat. Il y a donc tout le truc de sa mère qui est plutôt soumise à son père, et tous les monstres qu'on croise ont quelque chose à voir avec cette idée-là. Les mannequins, donc évidemment, les femmes avec des formes extrêmement rondes, son corps est en train de changer à Hinako, puisqu'elle est adolescente, et donc ses formes commencent à apparaître. T'as le côté qui va encore plus loin, il y a un monstre qui est un amas de seins, qui passe son temps à accoucher des monstres qui sortent d'un trou qu'elle a sur le devant de son truc. Donc évidemment, ce monstre entier, c'est une métaphore de la maternité, en fait, les seins pour allaiter et puis les trous pour accoucher. Il y a une sorte de singe qui se promène un petit peu partout, et quand il t'attaque et qu'il te chope, il te lèche le visage avec une langue absolument gigantesque. Donc il y a ce côté, les mecs malsains qui vont aller t'agresser, etc., etc. Donc évidemment, tu peux pas passer outre, il y a effectivement un message sur la féminité et sur le patriarcat dans tout ça. Ah, t'étais là, toi? Je l'ai pas vu.
Ah, il y a aussi un truc qui est très chiant parfois, c'est que tu peux te taper contre les murs quand tu attaques, et c'est extrêmement frustrant parce qu'elle va... si je sais... Voilà. Elle va faire un truc comme ça, elle va partir en arrière, ce qui va te bloquer dans ton action. Donc quand tu es en train de te battre contre un monstre dans un endroit extrêmement exigu, tu peux d'un seul coup te taper le mur au lieu de taper le monstre, et donc tu vas être envoyé en arrière, le monstre pendant ce temps-là peut te choper, enfin ça peut être extrêmement énervant. Donc oui, je comprends qu'on puisse, d'un premier abord, voir ça comme juste un jeu anti-patriarcat, mais quand on va plus loin, quand on refait le jeu plusieurs fois, tu comprends que le problème c'est pas le patriarcat ou la vision de la femme. Le problème c'est Hinako confrontée au fait de devenir une femme. Et donc tous ces monstres et tous ces troubles qu'elle essaye d'affronter, c'est son cheminement psychologique sur quel genre de femme je veux être en fin de compte. Il y a une des fins notamment qu'il montre qui est vachement sympa, qui est la fin où tu te maries avec Tête de Renard, je crois que ça s'appelle les fiançailles du renard ou un truc dans ce genre-là. Tu vois Hinako qui est au bord de la maison, tu vois jamais sa tête, et tu vois donc comment il s'appelle le gars, Kotoyuki, qui débarque et qui vient lui dire allez rentre à la maison, etc. Et je trouve que la scène est vraiment bien angoissante et vraiment bien flippante, et c'est là que tu vois justement le côté horrifique de cette situation, où tu retrouves par terre le visage de la meuf. Il y a toute une scène où elle perd complètement son visage, il y a un truc où elle le remplace avec un masque, mais il y a toute une scène où son visage se détache complètement et tombe sur le sol, et tu retrouves justement le visage par terre dans cette fin, qui est avec l'actrice qui joue extrêmement bien et qui est en train de faire je veux pas être comme ma mère, je veux pas être comme ma mère, non je veux pas être comme ma mère, etc. Et tu vois du coup cette peur, mais qui est vraiment personnelle pour elle, de ce qu'elle peut devenir en tant que femme en fait. Et je trouve que ça c'est vraiment extrêmement bien réussi, et que ça fait des scènes qui sont très marquantes et qui explorent très bien le côté psychologique de Hinako. Salut, c'est le Durandal du montage. Il y a des trucs que je voudrais rendre un tout petit peu plus clairs. Les grands discours sur le patriarcat, ils disparaissent un peu pour devenir plus nuancés, plus gris, pour montrer que sa mère a plus de pouvoir qu'il y paraît, que son père a des raisons d'être ce qu'il est, et que le problème c'est pas juste la société, c'est aussi la société, mais c'est avant tout comment Hinako veut se construire devant cette société. Une partie d'elle, par exemple, n'est pas totalement contre le mariage, juste la version qu'on lui impose. Il y a une partie d'elle qui n'est pas juste opposée à une vision de la femme ou de ce que devrait être la femme, mais qui aussi ne veut pas changer, veut rester une enfant, veut que les choses ne restent exactement comme elles étaient quand elle était petite. Et donc c'est aussi avec un rejet de ce que peut ou doit être une femme, un rejet de l'envie de grandir, en fait. Et quand tu arrives à la bonne fin du jeu, la dernière fin du jeu, en fait, Hinako se sépare en deux personnages. Il y a une Hinako qui veut vivre sa vie, être indépendante, découvrir qui elle est, parce qu'elle sait pas encore qui elle est encore très jeune, donc aller faire ses études, découvrir quelque chose, essayer d'avoir un métier par exemple. Elle sait pas encore quoi, mais elle sait qu'elle veut essayer de le trouver. Et t'as une deuxième moitié de Hinako, qui est donc celle qui, elle, était dans le monde de Renard et qui était étonnamment très soumise à son mari, alors que celle du monde de base n'a pas du tout envie de se marier, qui notamment s'arrache le bras pour le remplacer par un bras de loup qui devient ton arme dans la dimension alternée. Ce qui là aussi est très particulier en termes de style de jeu dans un Final Fantasy, dans un Silent Hill. D'un seul coup, ça devient vraiment un beat'em all ou un Elden Ring ou un truc dans ce genre-là. D'ailleurs, les combats de fin apparemment ressemblent beaucoup à ceux de Elden Ring. Je sais pas parce que j'ai jamais fait Elden Ring, mais dans le style et dans le look du combat, manifestement, ça ressemble beaucoup à des trucs à la Elden Ring. Ce côté, pareil, bras de loup pour se battre contre quelque chose, ça fait pas Silent Hill. Tu vois ce truc-là, tu dis, ça fait pas Silent Hill du tout, quoi. Mais donc, cette deuxième Hinako, qui est donc beaucoup plus soumise à son mari, va elle aussi se dire, bon bah oui, je voudrais être amoureuse, je voudrais me marier avec un mec, mais je veux pas le faire à cause de la tradition, je veux pas le faire parce qu'on m'a forcé à avoir un truc, je vais le faire parce que j'ai découvert un mec qui va me plaire, qui va me respecter pour qui je suis, qui va peut-être me laisser avoir ma vie. Et donc, cet homme est représenté par le mec au masque de renard qui, dans la bonne fin, décide lui aussi de ne pas aller jusqu'au bout du mariage, mais de lui aussi essayer de découvrir qui il est, d'essayer de vivre sa vie, parce que justement dans ce monde-là, et dans ce monde avec cette vision patriarcale ancestrale du truc, les hommes aussi sont enfermés dans un rôle particulier. Il y a tout un truc comme quoi il représenterait du coup un dieu renard, et il tomberait éperdument amoureux d'une femme et il aurait pas d'autre choix que de l'épouser. Il a que ça en tête et il va faire tout pour ça.
Et donc il y a ce côté aussi que lui aussi est forcé quelque part de se trouver une femme, de se marier et de suivre un chemin particulier, quoi. Donc c'est plus que le patriarcat, c'est vraiment le poids des traditions qui est vraiment questionné. Ça se voit aussi par exemple avec cet intérieur de maison, hein, qui est très traditionnel aussi. Et donc lui aussi va à la fin décider de lui aussi vivre sa vie, essayer de découvrir qui il est, essayer d'explorer un peu ce qu'il a envie de faire. Et éventuellement, si une fois qu'il a fini de s'explorer, il a toujours envie de se marier avec Hinako, il lui dit peut-être qu'on se mariera effectivement à ce moment-là, si toi aussi t'en as envie, mais effectivement je veux pas juste suivre la tradition aveuglément et je veux essayer de me découvrir aussi un petit peu moi-même. Donc c'est vraiment une histoire qui est beaucoup plus profonde et pertinente que juste le patriarcat c'est pas bien, qui pourrait ne pas plaire à certaines personnes, ce qui plairait par contre à d'autres personnes, hein, totalement, et c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que pour un certain public, ça peut être un peu repoussant au début, mais si tu pousses plus loin le truc, c'est pas que ça, ce jeu. Et là aussi, ce truc d'affronter un dieu quasiment à la fin, il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à du Silent Hill également là-dedans. Le truc psychologique que tu affrontes depuis le début est incarné généralement à la fin par un boss qui est une sorte de divinité à battre en fait. Dans le Silent Hill 1 et 3, c'est la réincarnation de Alessa. Le 3 aussi d'ailleurs avait beaucoup de choses par rapport à la naissance et par rapport au fait de devenir une femme forever. Dans le 2, c'est donc ta femme qui devient une sorte de démon aussi qui essaie de t'attaquer. Et ainsi de suite pour tous les jeux Silent Hill qui ont été créés, dans lesquels il y a un boss de fin, parce que je crois que dans Shattered Memories, il n'y a pas de boss de fin, parce que normalement, tu te bats pas dans Shattered Memories. Donc finalement, ça reste du Silent Hill traditionnel. Il y a un indice aussi dans Silent Hill, qui est que Shu, en fait, a une maison qui est juste à côté d'un petit lac, et au bord du lac pousse une fleur blanche qu'il utilise pour faire notamment les capsules de Hinako. Et cette fleur blanche, d'après beaucoup de fans de Silent Hill, serait la fameuse White Claudia, qui est une fleur hallucinogène que tu retrouves dans plusieurs de Silent Hill. Notamment dans le 2, il me semble qu'il y a tout un truc où tu dois retrouver la White Claudia pour faire un breuvage qui te débloque une fin particulière. Et je crois qu'on l'avait aussi dans le premier Silent Hill, où il y avait toute une histoire justement de culte religieux et de drogue et des trucs dans ce genre-là. Donc voilà, cette plante par exemple pourrait être un indice que c'est un Silent Hill. Mais c'est vrai aussi que c'est un petit peu laborieux. D'un autre côté, le lore de Silent Hill a toujours été un peu laborieux. C'est pas pour rien que tout le monde pense toujours à Silent Hill 2 quand on pense à Silent Hill, c'est que celui-ci était vraiment psychologique. Et quand il pense, il a rien à voir avec Silent Hill 1 au final, Silent Hill 2. Quand ils ont fait Silent Hill 3, ça ressemblait vraiment à une suite du premier pour le coup. Mais un Silent Hill 4, par exemple, ça n'a aussi rien à voir avec le premier Silent Hill. Tout le fait d'être enfermé dans son appartement, de devoir sortir dans différents lieux à explorer, le personnage sur lequel tu te concentres, qui est un peu lié au culte de Silent Hill, mais pas tant que ça. Le lore de Silent Hill est un peu éclaté quand même déjà à la base. Je dis pas éclaté en mode éclaté au sol, un peu éparpillé, pourrait-on dire plutôt. Il y a d'un côté quelque chose de très terre-à-terre avec ce culte religieux, ce contrat passé avec un démon, cette drogue, etc. Et d'un autre côté, il y a un truc qui est beaucoup plus mystique et métaphysique avec des entités et le côté psychologique de Silent Hill 2 qui crée une ville faite pour te torturer, en fait, avec des personnages faits pour te torturer, et qui accueille, tu les croises dans Silent Hill 2, d'autres personnages qui sont confrontés à leur propre Silent Hill et leur propre univers. Donc c'est vrai que le lore a jamais été très fixe avec Silent Hill. Et c'est vrai que du coup, tu te dis aussi, les jeux peuvent s'autoriser quelques largesses pour essayer d'aller un peu plus loin et d'explorer un petit peu le truc, quoi. Et donc, au final, sortons un petit peu de la section spoiler, du coup, pour finir le truc sur ce jeu. Au final, oui, il y a beaucoup d'éléments qui font que j'ai pas l'impression de jouer à un Silent Hill. Au niveau du système de combat, qui est très bordélique, mais les Silent Hill ont toujours eu des systèmes de combat très bordéliques, mais aussi beaucoup plus arcade, presque, avec les systèmes de parade et certains combats en particulier. Ce qui pourrait ne pas être un problème, le combat, mais il y a beaucoup de passages du jeu où on te force à affronter certains ennemis. T'as pas d'autre choix, tu peux pas avancer, il y a des barrières et des trucs comme genre là, t'es obligé d'affronter les ennemis pour avancer, et donc si on va te forcer à te battre, à un moment, il faut que le système de combat soit un petit peu mieux pensé que ça, quoi. Mais donc, le système de combat est un petit peu laborieux. Le fait qu'on soit pas à Silent Hill, apparemment, Ebishu Gaoka, ça voudrait dire colline silencieuse aussi, mais apparemment, c'est un peu laborieux quand même pour traduire un truc et trouver quelque chose d'équivalent. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui font pas Silent Hill. Et d'un autre côté, tout ce côté psychologique, ce côté réfléchir à l'histoire, etc., c'est quelque chose qui fait très Silent Hill. C'est quelque chose ce que les monstres incarnent de nos traumatismes et de trucs dans ce genre-là. C'est quelque chose qui fait très Silent Hill. Et je dirais même que c'est un des rares Silent Hill à avoir trouvé une autre façon de faire du Silent Hill tout en restant un peu du Silent Hill. Le problème de Silent Hill, c'est qu'après que la Silent Hill ait été détruite par Konami, le projet a été confié à d'autres équipes qui ont été un peu perdues et qui ont essayé avant tout de refaire Silent Hill 2, qui était le jeu qui avait rencontré le plus de succès. Et c'est vrai, quand tu regardes Homecoming, par exemple, c'est exactement un récit à la Silent Hill. Tu cherches ton frère ou tu cherches ta femme, mais c'est un peu un récit à la Silent Hill. Silent Hill Origins,
au final tourne autour de ça aussi. À la base, tu vas pas dans le jeu pour retrouver un personnage de ta famille, mais il y a tout un truc par rapport au père du personnage principal qui est vachement central. Dans Downpour, il y a toute une histoire par rapport au fils du personnage principal qui est mort. Et il y a tout un tas de traumatismes autour de ça qu'il doit essayer d'évacuer. Il va croiser son fils à plusieurs reprises dans le jeu. Donc tu voyais que ça finissait par tourner un petit peu en rond, quoi. C'était toujours, il y a un membre de ta famille, un traumatisme psychologique, et on l'explore avec la ville de Silent Hill. Et là, pour le coup, j'ai vraiment trouvé une autre façon de faire du Silent Hill avec juste un personnage qui est confronté à un changement. Ton corps change. C'est vraiment ça la base du jeu. Et donc tout le jeu est une métaphore de comment est-ce que tu affrontes ce changement en fait. Et donc c'est un moyen de effectivement refaire un jeu psychologique sans aller dans le sempiternel. Il faut retrouver ma femme, mon frère, mon père, mon machin quoi. Donc je suis un peu partagé, mais grosso modo je trouve que c'est du Silent Hill. J'ai retrouvé déjà pour le côté exploration par exemple, mais juste pour ce côté psychologique, exploration psychologique d'un personnage et aller jusqu'au bout et faire un portrait au final du personnage avec tes multiples jeux. C'est vrai que la première fois que tu fais Silent Hill 2 par exemple, quand tu arrives à la première fin, tu comprends pas forcément tous les aspects du jeu. C'est quand tu fais les autres aspects que tu commences à mieux comprendre quel est l'aspect psychologique du personnage de James, quel est son profil et pourquoi est-ce que la ville fait tel ou tel truc. Et donc j'ai vraiment retrouvé ça avec le fait de devoir refaire le jeu plusieurs fois. D'un autre côté, c'est aussi quelque chose qui est regrettable. Tu devrais pas avoir à faire un jeu 36 fois pour avoir la bonne réponse. D'un autre côté, ils ont aussi fait le jeu pour être assez court. Le jeu se fait vraiment très facilement en 6-8 heures. En 30 heures, j'ai réussi à le refaire 5 fois. Donc quand même, quoi, ça peut se faire assez rapidement quand tu sais en plus où est-ce qu'il faut aller, quand tu peux passer toutes les cinématiques, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu dommage de te forcer à refaire le jeu pour arriver jusqu'à avoir la bonne réponse. Tu devrais pouvoir avoir la bonne réponse ne serait-ce qu'à la première partie, par exemple. T'as aucun moyen d'avoir accès à une des bonnes fins à ta première partie. C'est impossible, t'auras forcément la fin insatisfaisante. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est pas forcément une bonne chose. Mais sinon, pour le reste, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de bons dans ce Silent Hill F. Je me suis un peu débattu avec le jeu avant de l'accepter en tant que Silent Hill. Mais au bout d'un moment, ouais, je peux que dire que c'est un Silent Hill assez différent, certes, mais c'est aussi peut-être une bonne chose. Shattered Memories était très différent de The Silent Hill, et c'est considéré par beaucoup de gens comme un des meilleurs. Moi j'ai du mal, parce qu'il y a tout le truc où tu peux pas attaquer, tu dois que fuir quand t'as des monstres, et je déteste ce côté, être poursuivi sans relâche par quelque chose. Donc j'ai jamais aimé Silent Hill Shattered Memories pour ça, mais les jeux Silent Hill qui ont essayé de faire quelque chose de plus sont les jeux qui ont généralement été le plus appréciés par les fans de Silent Hill, et je trouve qu'avec Silent Hill F, on est malgré tout sur la bonne voie. Je pense qu'ils ont pas voulu s'engager complètement, et c'est pour ça qu'ils l'appellent F avec une lettre plutôt que 6 par exemple. Mais honnêtement, je serais pour qu'ils continuent dans cette direction, parce que c'est effectivement une bonne chose. Confier un Silent Hill, je crois que c'est un auteur assez connu de romans, il me semble, japonais, qui a écrit l'histoire. Confier une histoire de Silent Hill à un vrai artiste qui va écrire une histoire sur quelqu'un de torturé psychologiquement par quelque chose, mais qui va essayer de trouver autre chose que juste le pur j'ai perdu tel membre de ma famille. Je pense que c'est une bonne chose, et je pense que ça pourrait amener Silent Hill dans la bonne direction. Donc voilà, j'ai pas beaucoup fait passer le personnage au final, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monstres à affronter, de trucs à faire dans cet endroit, donc je me suis dit qu'il n'y aurait pas grand chose de cool à vous montrer. Non, franchement, c'est un jeu qui m'a marqué en bien, même visuellement, enfin vous voyez ce mélange d'un seul coup là de rouge au plein milieu de cet environnement plutôt sombre et plutôt mal éclairé et plutôt gris. Je trouve que c'est quelque chose aussi qui marche super bien, et il y a effectivement tout un gros travail comme ça du rouge par rapport aux autres éléments avec la fleur par exemple. Et donc ouais, au final, j'ai passé un bon moment sur Silent Hill F, je le referai volontiers quand j'aurai un petit peu de temps et quand j'en aurai envie. Les Silent Hill sont toujours assez rapides à faire, donc ça devrait pouvoir se faire facilement, mais c'est vrai que j'ai passé un bon moment. J'étais pas déçu de devoir le refaire 3-4 fois pour arriver jusqu'à la fin de l'histoire. C'était honnêtement plutôt un bonheur, et j'ai beaucoup apprécié. Ça, c'est le seul petit truc du jeu, comme c'est très spécifique au Japon. Je sais pas ce que ça représente, ces petites figurines là, c'est des espèces de poupées, je crois, un truc dans ce genre-là. Mais je sais pas exactement ce que ça représente, et ça c'est une scène qui clairement évoque Silent Hill 4, où il y a toute une scène comme ça avec Eileen qui a son visage qui dépasse dans une pièce. Mais je comprends pas quelle est la symbolique, et du coup j'ai pas trop capté ce truc-là, et c'est le seul truc où il y a pas une note pour te l'expliquer dans le jeu, tu vois. Donc ça pour le coup c'est un petit peu dommage, le seul petit truc où le côté japonais du jeu empêche un peu de l'apprécier, mais c'est vraiment quasiment le seul truc du jeu qui fait ça, quoi. Donc voilà, je vais mettre fin à mon enregistrement. Voilà, je suis venu au bout de ce que j'avais à dire sur ces deux jeux. Au final, j'ai pas vraiment joué et parlé. Vraiment, je comprends pas comment font les streamers pour jouer et parler en même temps. Moi, j'arrive pas à faire les deux. Et rester captivant, quoi, pas juste être perdu dans ses pensées. Mais non, voilà, c'est ce que je voulais dire sur ces deux jeux. J'ai vraiment passé de très bons moments sur à la fois Clair Obscur et Silent Hill F. Et du coup, je les conseillerais à tous ceux qui pourraient être tentés par l'aventure. Je pense pas que je ferais ça tous les ans, de faire un retour sur mes jeux de l'année.
Mais quand il y a un jeu qui m'aura bien marqué dans l'année, je pense que j'essaierai de faire effectivement je vais éteindre ma manette. Je pense que j'essaierai de refaire ce genre de petit rattrapage de fin d'année. Parce que c'est vrai qu'il y a parfois des trucs de mise en scène et d'histoire qui sont vachement intéressants dans certains jeux modernes à explorer. Et là, typiquement, ces deux jeux-là, c'était deux jeux qui avaient des histoires ou de la mise en scène vraiment intéressantes. Et du coup, je voulais en profiter pour en parler un petit peu avec vous. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît, cette petite vidéo sur les jeux vidéo en fin d'année, si on doit le refaire ou pas, ou si c'est vraiment pas mes oignons. Si vous avez aimé le style aussi, peut-être qu'il vaut mieux que je joue pas l'année prochaine, j'ai voulu essayer, là j'ai voulu tenter, mais peut-être que la prochaine fois il vaudrait mieux que j'évite. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça, si ça vous a plu, et puis on va se retrouver pour les prochaines vidéos de fin d'année avec le top, je crois, soit des films, soit des séries. Je sais pas ce qui va sortir en premier là du coup, ça dépend si j'ai déjà sorti cette vidéo là ou si j'attends un petit peu après les séries, on verra. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!